Bonjour à tous et bienvenue dans cette 14e et dernière vidéo sur le rapport RTE intitulé Futur énergétique 2050. On va parler aujourd'hui du chapitre 14 sur l'analyse des dynamiques. C'est le dernier chapitre du rapport et il peut en servir de conclusion. L'objectif de ce chapitre est de mettre en perspective les enseignements de l'étude par rapport aux échéances clés, à savoir aujourd'hui, 2030 et 2050. Alors que s'est-il passé depuis les années 2000? On a eu un développement de l'éolien et du solaire, donc, avec aujourd'hui une production d'une cinquantaine de TWh, alors qu'on ne produisait rien en l'an 2000. En parallèle, il y a eu une diminution de la production nucléaire. On est passé de 430 TWh en 2005 à 380 en 2019. Et il y aura même une production bien moindre en 2022 à cause principalement de problèmes de corrosion qui ont été détectés dans certains réacteurs qui sont donc en réparation. Et donc cette baisse de 50 TWh nucléaire, elle n'est pas due au développement des énergies renouvelables, elle est due à une baisse de la disponibilité des réacteurs, principalement pour des raisons de maintenance. Donc en prenant de l'âge, le temps de maintenance est plus important pour les réacteurs. Et c'est assez significatif puisque un réacteur de 900 MW, ça produit environ 6 TWh dans l'année. Et donc voilà, une perte de 50 TWh, ça correspond à environ 8 réacteurs fermés. Donc on n'a fermé aucun réacteur, c'est juste que leur taux de disponibilité a baissé et devrait continuer à baisser. Pour ce qui est de la consommation, on est passé de 450 TWh à 475 donc, en une vingtaine d'années. Donc voilà, relative stabilisation, et on devrait quand même repartir à la hausse dans les années et décennies qui viennent. En matière de sécurité d'approvisionnement, on a fermé depuis 20 ans beaucoup de moyens pilotables. Des centrales au fioul et des centrales au charbon, d'ailleurs on n'en aura bientôt plus. Et on a aussi fermé 2 réacteurs nucléaires à la centrale de Fessenheim. Et donc il reste aujourd'hui encore 56 réacteurs nucléaires en fonctionnement. On a eu aussi la crise sanitaire qui a chamboulé le planning de maintenance des réacteurs, et ça aura des conséquences, puisque les 3 hivers suivant la crise sanitaire ont été identifiés par RTE comme étant sous vigilance particulière, c'est-à-dire qu'il y a des risques de pénurie d'approvisionnement. Et en particulier, on est souvent, depuis la crise sanitaire, en période d'importation d'électricité, alors qu'on était quasi exclusivement en exportation les années précédentes. D'ici 2030, il y a un certain nombre d'incertitudes, à la fois sur la production et la consommation. Sur la consommation, l'hypothèse de référence, c'est d'avoir une augmentation de 33 TWh entre 2019 et 2030. Mais selon les variantes, on peut avoir entre une stagnation et une augmentation de 80 TWh de consommation. Donc voilà, si on fait plutôt de la sobriété et qu'on atteint nos objectifs d'efficacité, on aurait la même consommation en 2030 qu'aujourd'hui. Si on fait de la réindustrialisation et qu'on n'atteint pas nos objectifs d'efficacité, on aura plutôt une augmentation de 80 TWh. Pour ce qui est des énergies renouvelables, la trajectoire de référence, elle mise sur une accélération forte du rythme de déploiement des énergies renouvelables. Si on reste plutôt sur une trajectoire tendancielle sans accélération, eh bien on aurait 70 TWh par an de moins que ce qui est prévu, ce qui n'est pas rien. Pour ce qui est du nucléaire, on a une incertitude sur le rythme de fermeture des réacteurs, donc ça c'est plus des décisions politiques, et on a des incertitudes sur la disponibilité des réacteurs. Des incertitudes qui se chiffrent au final de l'ordre d'une centaine de TWh par an, ce qui est significatif et donc aussi important même plus important que l'incertitude sur les énergies renouvelables ou sur la consommation. Après, il y a aussi des incertitudes sur l'évolution des pays voisins. Donc, les pays voisins de la France, ils ferment tous des capacités pilotables, que ce soit du charbon ou du nucléaire. Ils ont tous des hausses de consommation prévues. Et donc, eh bien, leur contribution à notre sécurité d'approvisionnement, elle pourrait être plus faible que prévu. C'est encore une incertitude.
Et enfin, la conjoncture macroéconomique internationale. Eh bien, on a vu cette année et l'année dernière que on pouvait avoir des crises énergétiques, avec l'envolée des prix du gaz et de l'électricité fin 2021 et à nouveau début 2022 avec la guerre en Ukraine. Même des menaces de rupture d'approvisionnement en gaz. Et donc, en cas de crise énergétique, eh bien, l'électrification et la production bas carbone deviennent rentables et ça devient, voilà, on est très motivé pour investir dedans. Par contre, eh bien, avec une crise énergétique, eh bien, on a moins de capacité de financement et donc c'est plus compliqué de financer la transition énergétique. Voilà, donc deux tendances opposées. Donc encore des incertitudes sur ce qui va vraiment se passer. Malgré ces incertitudes, il va falloir prendre des décisions dès aujourd'hui, des décisions qui vont avoir des impacts à court, moyen terme et à long terme. Donc, à moyen terme, à l'horizon 2030, on a un gros sujet, un objectif qui est de réduire de 55% nos émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et donc pour ça, on a plusieurs leviers qu'il va falloir renforcer. L'électrification des usages, l'efficacité énergétique et la sobriété, et maximiser la production d'électricité bas carbone, à savoir énergie renouvelable et nucléaire. Donc tout ce qui va permettre d'augmenter la production renouvelable ou la production nucléaire va permettre d'aider à atteindre cet objectif de réduction de 55% à l'horizon 2030. Pour ce qui est du nucléaire, du coup, eh bien, si on ferme aucun réacteur d'ici 2030, ça permet d'augmenter nos chances d'atteindre cet objectif. Et à contrario, si on ferme des réacteurs, eh bien, ça devient très compromis d'atteindre cet objectif. Donc utile, potentiellement nécessaire, par contre ce n'est pas suffisant. Puisque même si on ne ferme aucun réacteur nucléaire, eh bien, il y a un fort besoin de développer la production renouvelable et d'accélérer son développement, puisque l'objectif médian de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est d'avoir 160 TWh en 2030. Or, si on n'accélère pas le développement des énergies renouvelables, on n'aura que 100 TWh par an en 2030. Donc voilà, il y a un gros potentiel à aller chercher sur les énergies renouvelables. Et pour ça, eh bien, il faut simplifier les procédures administratives qui prennent aujourd'hui trop de temps. Après, sur la consommation, donc troisième gros sujet, eh bien, il faut accélérer l'électrification et développer les flexibilités de la consommation. Donc ça peut aider. En particulier, dans la trajectoire accélération 2030 de RTE, eh bien, on a 550 TWh par an d'électricité consommée dès 2030, soit 40 TWh de plus que dans la trajectoire de référence. Donc voilà, niveau consommation, il y a des enjeux aussi. À long terme maintenant, on a un objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc pour ça, tous les scénarios envisageables pour atteindre cette neutralité carbone, eh bien, ils reposent tous sur des paris technologiques et industriels, et potentiellement aussi des paris sociétaux. Et donc il va falloir faire de la R&D pour maximiser nos chances d'arriver à réussir ces paris technologiques et industriels. Donc on va avoir des enjeux de recherche et développement sur les véhicules électriques qui consomment moins de ressources critiques, en particulier dans les batteries. Je pense en particulier aux batteries LFP plutôt que les batteries NMC, qui donc ont moins de nickel et de... Enfin, ne consomment pas de nickel ni de manganèse. Il y a les enjeux sur la boucle Power to Gas to Power, donc qui peut être soit faite en utilisant de l'hydrogène ou alors du méthane de synthèse, et ce qui est indispensable pour les scénarios avec beaucoup de renouvelables. Il y a des enjeux de recherche et développement aussi sur la conception de centrales thermiques qui fonctionnent au gaz décarboné, en particulier si c'est de l'hydrogène. Des enjeux aussi sur les technologies de gestion de la demande, donc voilà, pour avoir de la flexibilité de la consommation. Ça peut être les compteurs intelligents, la domotique, etc. Il y a des enjeux de R&D aussi sur les petits réacteurs modulaires, les SMR, et donc des réacteurs nucléaires de petite taille. Et il y a aussi des enjeux de R&D sur des énergies marines, qui pourraient être par exemple des hydroliennes, qui pourraient arriver en renfort de l'éolien offshore. Si
certains paris techniques ne se concrétisent pas, eh bien, il faudra qu'on soit en mesure d'effectuer des ajustements à moyen terme. Et donc, pour être en mesure de réorienter nos objectifs, eh bien, il faut qu'on ait maintenu l'ensemble des options technologiques ouvertes, et il ne faut pas qu'on ait renoncé au principe de diversification technologique. Ça veut dire en particulier que si on décide de ne pas faire de nouveaux réacteurs nucléaires, eh bien, cette option ne sera plus ouverte à l'avenir. Et donc ça réduit nos chances d'arriver à atteindre la neutralité carbone. Pour maximiser nos chances d'arriver à cette neutralité carbone, bien, il faut aussi donner de la visibilité aux filières nucléaires et renouvelables. Donc si on décide de faire du nouveau nucléaire, vu qu'il faut entre 12 et 14 ans entre la décision de construire des réacteurs et leur mise en service effective, eh bien, il faut décider rapidement de lancer un programme nucléaire et y engager rapidement le nouveau chantier, sinon ce sera plus possible d'avoir des réacteurs nucléaires en quantité satisfaisante à l'horizon 2050. Et si on veut faire une trajectoire de type N03, donc avec des prolongations de réacteurs au-delà de 60 ans, eh bien il faut lancer dès aujourd'hui un programme de R&D sur cette prolongation de réacteurs, sinon on ne sera pas en mesure de le faire dans les temps. Après, quels que soient les scénarios, il faut définir des objectifs pour chaque filière d'énergie renouvelable pour donner un cap, une visibilité à chaque filière afin qu'elle puisse se structurer. Et donc on aura une clause de revoyure en 2030-2040 où on pourra réajuster justement certains choix. En particulier dans les scénarios avec de nouveaux réacteurs nucléaires, on pourra revoir la répartition qu'on souhaite entre renouvelables et nucléaires, en particulier si on reste avec quelques réacteurs ou beaucoup de réacteurs. Donc en gros, est-ce qu'on lance de nouveaux chantiers au-delà de 2040? Et dans tous les scénarios, eh bien, on pourra réajuster les objectifs de chaque filière renouvelable selon leur compétitivité et leur acceptabilité. En conclusion, on a aujourd'hui des décisions politiques à prendre, c'est-à-dire on doit faire des choix de société. Pour la consommation, tout d'abord, eh bien, il faut prévoir les besoins que l'on aura de consommation dans chaque secteur, et donc donner un cap à chaque secteur, sachant que eh bien, toute mesure d'électrification, d'efficacité ou de sobriété a des enjeux d'acceptabilité, puisque ça nécessite des investissements ou des changements de pratiques, dans tous les cas. Pour ce qui est du nucléaire, eh bien, il faut décider ce qu'on veut faire du parc de deuxième génération. Est-ce qu'on ferme 12 réacteurs entre 2025 et 2035, comme ce qui est prévu dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et est-ce qu'on construit de nouveaux réacteurs, sachant que ça engagerait la France sur le long terme, donc c'est un choix qui n'est pas à prendre à la légère. Et enfin, en matière d'énergie renouvelable, eh bien, il faut décider le rythme de déploiement par filière. Il faut au moins donner un cap pour l'instant. Et donc, toutes ces décisions, tous ces choix de société, eh bien, ça a des enjeux démocratiques. Donc voilà, ça nous engage tous. Donc il y a un enjeu à ce que démocratiquement ce soit décidé et accepté. Des enjeux d'acceptabilité. Donc il y a une phrase dans le dernier chapitre qui dit que des mesures favorables à la lutte contre le changement climatique peuvent être à l'origine de mouvements de contestation de premier plan. Je pense qu'il pense aux Gilets jaunes, donc qui a suivi la création de la taxe carbone. Et donc bien sûr, il y a des enjeux de mettre en place des politiques publiques adaptées. Donc quels que soient les choix politiques que l'on fera en matière de consommation et de production, eh bien, il faut les mettre en œuvre. Et donc pour ça, il faut avoir des politiques de subvention, d'incitation, de réglementation pour les mettre en œuvre, et aussi informer et faire de la pédagogie pour que ce soit accepté. Ça en est fini pour cette vidéo et pour cette série sur le rapport RTE. Merci de l'avoir suivi. Et donc pour ma part, je vais maintenant me concentrer sur les récents rapports du GIEC.